Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Nous recevons aujourd'hui la Française Laurence Fischer. Bonjour, chère Laurence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewée dans le cadre de notre podcast. Bon, on ne vous présente plus, Laurence, karatéka multimédaillée. Vous êtes triple championne du monde et septuple championne d'Europe de karaté. Mais vous n'êtes pas que ça. Après cette immense carrière internationale, pendant plus de 15 ans, je crois, vous êtes diplômée de l'ESSEC en management. Vous avez travaillé pour Nike, notamment. Et à la suite de quoi, vous décidez de reprendre une formation sur une de vos premières passions, le théâtre. Oui, c'est bien ça. Et vous faites 3 ans de formation et vous jouez dans plusieurs pièces. Et vous n'avez pas dit votre dernier mot là-dessus, peut-être. Oui, effectivement. Tout au long de votre carrière, alors parallèlement, vous êtes engagé depuis longtemps Oui. Dans plusieurs associations sur les droits humains, les droits des femmes, etc., sur les inégalités. Et vous fondez votre association Fight for Dignity en 2017. C'est une ONG pionnière dans la réparation par le sport, adaptée aux conséquences traumatiques des violences sexuelles des femmes. Cette association est née en République démocratique du Congo. Oui. Et maintenant vous êtes implanté en France aussi et ailleurs peut-être. Vous avez développé une méthode de karaté adaptée pour accompagner les femmes qui ont vécu des violences, afin qu'elles puissent reprendre conscience de leur corps et reprendre confiance en elles. C'est très important. Vous faites un travail remarquable, je tiens à le dire. En fin de 2019 à 2023, vous êtes nommée ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, où vous contribuez à faire rayonner la diplomatie sportive française comme levier de coopération, de développement et de paix dans le monde. C'est absolument ça, merci. Voilà, la parole est à vous. Écoutez, je pense que je ne fais que rendre ce que j'ai reçu. J'ai reçu beaucoup d'amour déjà. Je pense que ça commence par là. Je pense avoir vécu de manière privilégiée, même si on a de grands points d'amélioration en France, mais en tout cas d'avoir pu m'épanouir à travers la pratique du sport, qui est devenue une pratique de haut niveau. Je parlerai du pouvoir du sport, qui a fait que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et j'ai voulu rendre ce que j'ai reçu avec ma sensibilité et mon expertise, et en étant très ouverte aux autres. Donc j'ai eu la vie est faite de rencontres, et de manière le cœur grand ouvert, les yeux aussi, je suis allée vers des personnes qui entreprenaient et rendaient le sport accessible. Donc c'est vrai que je peux dire que j'ai vécu plusieurs vies en une, parce que j'ai toujours eu cet engagement-là vraiment chevillé au corps. Et c'est pour ça que je démarre mes premiers propos par le sport, parce que c'est vraiment le levier vers quoi je suis allée. Et les rencontres ont fait que je me suis effectivement dirigée plus précisément vers les femmes et les jeunes filles. Aussi parce que je suis une femme, mais aussi en faisant le constat que les inégalités sont là. Je n'ai pas été en souffrance, bien au contraire. Le sport m'a confirmé que j'étais une femme forte. Et voilà, c'est pour ça que en étant encore athlète, je me suis engagée auprès de ces femmes et ces jeunes filles. Et le fait d'avoir eu cette carrière internationale pendant 15 ans m'a aussi permis de rencontrer dans le sport de haut niveau, même si on avait ce fil conducteur, ce fil commun du karaté, une pratique
adapté à une culture, des moyens aussi différents de pouvoir pratiquer à haut niveau. Une japonaise fait pas du karaté comme une Laurence Fischer. Ouais, comme une sud-africaine, comme une espagnole, une chilienne ou une indonésienne. Oui, c'est vrai que moi qui suis à Vrai-le-Coupe, donc pas du tout une sportive. Voilà. Effectivement, je me suis jamais posé la question sous cet angle-là. Voilà, et c'est ce qui était aussi intéressant dans l'ouverture à l'autre, à d'autres cultures et à comprendre nos différences, mais avec ce point commun qui est celui du sport. Oui. Et puis, chemin faisant, j'avais envie de m'engager et j'ai rencontré des personnes qui avaient structuré leur engagement. Je pense au début, c'était l'éducation par le sport, beaucoup. Je pense à Sport sans frontières, avec qui je suis allée en Afghanistan en 2005, alors que j'étais encore athlète, et qui avait mis un programme en place pour accompagner pas seulement les jeunes filles et les femmes, mais vraiment mettre en place le sport qui n'était pas, à l'époque... bien organisé pour pouvoir être accessible aux jeunes à l'école notamment, et en particulier auprès des jeunes femmes. Et donc ça a commencé par cette prise de conscience en 2005, alors que j'étais encore athlète et que j'étais aussi à l'ESSEC, j'avais réussi le concours. Donc j'ai fait le MIM Grande École ESSEC. D'accord, oui. Alors, j'ai envie quand même de vous poser 2-3 questions. D'abord, pourquoi le karaté ? Alors, j'ai commencé le karaté à l'âge de 12 ans parce que mon père était pratiquant. D'accord. Et alors, c'est assez paradoxal parce qu'à l'époque, j'étais passionnée sans avoir fait de haut niveau. Et à 6 ans, il m'a dit tu viens faire du karaté. Et j'ai pas aimé. Je trouvais ça difficile, presque violent. C'était pas dans ma nature. Après, j'ai fait de l'athlétisme, beaucoup de famille de sportifs, donc de l'athlétisme, et puis j'ai même fait de la danse folklorique. Et à 12 ans, il est en train de se préparer pour être enseignant, pour être professeur de karaté. D'accord. Et il dit non, viens. En voyant ma personnalité qui était quand même, j'étais quelqu'un d'assez introverti, de timide, et certainement, s'est-il dit que ça me permettrait un petit peu de m'exprimer. Et de sortir de cette timidité maladive. Ce en quoi il a eu bien raison, même si ça a été très difficile au début, mais il était là et ça m'a encouragée, et peut-être inconsciemment j'ai compris les bienfaits en me permettant d'être plus en relation avec les autres, de reprendre un peu de confiance en moi. D'accord. Un manque de confiance qui était peut-être aussi lié à une très grande exigence, et avec un sentiment toujours... d'imperfection, avec une recherche de perfection en tout cas. C'est pour ça, c'est ce qui pouvait me caractériser, et peut-être aussi ce qui a fait que j'ai fait la carrière. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de toujours plus, toujours mieux. Voilà. Et puis en force de l'expérience, de la pratique, un état d'esprit qui a beaucoup évolué, et où le sens de ma pratique aussi, notamment après mon premier titre mondial en 1998 à Rio, où j'ai pris conscience que c'était plus la raison d'être, en tout cas de ma pratique, était plus celle de, comme me disait mon enseignant après, que c'est un tuteur en fait, cette pratique-là. C'est pas une fin en soi. La compétition n'est pas une fin en soi, c'est vraiment que ce soit d'abord un moyen de s'épanouir, de s'émanciper en tant que femme et en tant qu'être humain. Oui. On reviendra sur le lien entre le sport et votre association, votre ONG. Évidemment, c'est totalement lié. Mais pourquoi la République démocratique du Congo ? Pourquoi vous avez décidé de la créer à ce moment-là ? Je crois que c'est lié à la rencontre que vous avez faite avec le docteur Denis Mukwege, ce fameux homme qui maintenant est devenu, et à juste titre, prix Sakharov, puis prix Nobel de la paix en 2018 avec Nadia Mourad, et qu'on appelle l'homme qui répare les femmes, parce que il répare les femmes qui ont été violées, mutilées pendant les conflits, le conflit qui dure depuis plus de 30 ans maintenant, en République démocratique du Congo, dans l'indifférence générale, j'ai envie de dire, à peu près. Ouais, effectivement. Le docteur Denis Mukwege, je l'ai rencontré en 2013 à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones.
J'avais déjà eu plusieurs expériences à l'international à travers différentes ONG, en Haïti, 5 mois après le séisme. On était dans les camps pendant une semaine, accompagner des enfants à la pratique, parce que j'étais au Burundi pour le marathon de la paix avec d'autres grands athlètes aussi français. Un marathon symbolique, mais qui venait de se faire après un accord de paix entre les rebelles et le gouvernement burundais. Ben, on a couru quand même. Oui, bien sûr. Oui. Un petit peu. Et enfin, l'Afghanistan, j'y ai passé 1 mois à Kaboul en 2005, 2 ans après l'arrivée des talibans. C'est un programme d'accompagnement des jeunes par Sport Sans Frontières et des enseignants de sport, ça n'existait pas. Et puis, sur ce mois-là, j'ai aussi contribué à entraîner, à travailler avec la première équipe nationale de karaté. Et voilà, ça a été des moments marquants et qui, donc... ont fait que je me suis pleinement impliquée autour des droits humains et particulièrement du sport comme outil de développement durable, je pourrais dire. Et 2013, la rencontre, et là, le viol utilisé comme arme de guerre, je ne savais pas ce que c'était. J'étais extrêmement émue par le témoignage du docteur Denis Mukwege. Oui, c'était impressionnant. Oui. Je précise effectivement que ce forum, j'ai eu la chance de le co-organiser et c'est comme ça qu'on s'est connus. Exactement. Et c'est là, forte de ces expériences-là, que j'ai décidé, avec une petite structure, de m'engager de manière pérenne aux côtés du docteur. Et ça a pu se faire parce que la maison Dorcas, qui a été créée en 2008 à côté de l'hôpital Panzi où travaille le docteur, qui accueille 45 jeunes femmes qui les hébergent et qui les accompagnent sur 4 piliers. C'est une approche qui a été assez innovante aussi, précurseur. Voilà, donc les 4 piliers sont après l'opération chirurgicale du docteur suite au viol. Donc là, très concrètement, il y a des fistules, il y a des perforations au niveau des parties génitales. Souvent, il y a l'enfant du viol et ou le sida. Elles viennent à la maison Dorcas et là, on les accompagne à l'autonomisation et à l'émancipation par une approche médicale, toujours, psychologique, juridique, parce qu'il y a toujours impunité, qu'elle puisse arriver à porter plainte et que le violeur aille en prison. Et enfin, socio-professionnel, parce qu'il y a une très grande stigmatisation de ces jeunes femmes et de ces femmes, et une très grande difficulté aussi à pouvoir retourner dans la communauté, parce qu'elles sont identifiées femmes violées. Une de mes invitées disait, quand on est femme, on est coupable, c'est ça. C'est ce qui se passe aussi en RDC et dans beaucoup de pays sur les femmes violées, martyrisées, mutilées. Et en plus, la communauté les rejette parce qu'elles sont souillées. C'est ça. Et la femme a une valeur. Elles ont une valeur et ce n'est pas un être humain. Oui. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un vrai constat. Et puis je pense que moi, je suis extrêmement choquée, qui ai vécu en 2005 le premier ministère des femmes en Afghanistan, le début de l'émancipation et de voir ce qu'est devenu l'Afghanistan et les femmes aujourd'hui. Oui. Le pire, ce vers quoi on peut aller. Oui. Ce que vous dites et ce que je dis toujours, c'est que c'est pas spécifique, malheureusement, à tel pays d'Afrique ou à tel pays d'Asie. Il y a des choses effectivement spécifiques comme l'Afghanistan aujourd'hui, où effectivement c'est un apartheid de sexe lié contre les femmes. C'est même pas un apartheid de genre, mais de sexe. Mais de manière globale, dans toutes les sociétés, les femmes doivent toujours lutter pour ne pas être considérées comme un instrument ou un outil ou un objet. Dans nos sociétés, elles sont quand même beaucoup objets de décoration quand même. Il faut le dire. On le voit dans de multiples affaires aussi. Tout à fait. Effectivement. En tout cas, moi, dans mon travail et dans mon expertise, j'ai voulu me rendre, la mettre à la disposition du dispositif et du programme Maison Dorcas à la Fondation Panzi, en faisant le triste constat, d'où la création de Fight for Dignity, que le corps n'est pas pris en charge dans la reconstruction des femmes survivantes. C'est-à-dire que s'il y a une prise en charge corporelle aujourd'hui, elle est invisibilisée. Ce que je veux dire, c'est que la violence, le viol est physique et corporel. Le deuxième acte corporel réparateur, c'est la chirurgie. Dans le cadre de l'RD Congo, du docteur Mukwege, avec cette expertise de chirurgie réparatrice, et après rien. Oui. C'est-à-dire que les survivantes se retrouvent avec un corps où on sait qu'elles sont dissociées, elles n'ont plus de sensations potentiellement, hein, c'est complexe, mais en général, et naturellement, vu la violence qu'elles ont subie, elles n'ont pas envie de se reconnecter à ce corps, mais on ne propose aujourd'hui
quasiment rien, ça commence à bouger un petit peu sur une réparation corporelle et donc psychocorporelle. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dissocier, je ne l'ai pas fait en tant qu'athlète, on n'est pas que des cerveaux, on n'est pas que des... Tout ne passe pas dans on a un corps, voilà. Et qui réagit et qui a sa propre manière, effectivement, de réagir aux agressions. Exactement. Et à la reconstruction. Mais la reconstruction, elle peut venir si on en connaissance de cause des symptômes post-traumatiques, on peut rendre ce corps accessible à la survivante, mais forcément en lien et en connaissance des symptômes, à la fois psychologiques, mais aussi corporels. Oui. Et c'est ce travail qu'on a fait chez Fight. De se dire, moi j'y suis arrivée de manière assez, ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est du karaté, c'est du self-défense. Eh bien, figurez-vous que j'ai pensé ça au départ, quand j'y suis allée. Il y a un très bon reportage de Katia Clarence, on peut encore le voir sur France 24, qui avait été diffusé sur Arte avant, où je commence à dire, oui, coup de genou, s'il fait ça, vous faites ça, parce que je n'avais pas compris les symptômes post-traumatiques. Oui, d'accord. Vous voyez ? D'accord. Et c'est quand j'ai compris, et quand je disais ça et que j'avais en face de moi une survivante dissociée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas là et qu'elle ne comprenait pas. D'accord. Vous voyez ? Et donc je me suis dit, mais là, donc par l'observation, l'écoute, les témoignages à la fois des survivantes, de l'enseignant, alors dans une approche, dans une zone sensible avec une culture spécifique, certes, mais j'ai beaucoup cru au pouvoir du sport et à son universalité. Et je me dis, comment je peux l'adapter ? C'est ça. Et évidemment que c'était pas du self-défense, et c'était plutôt de se dire, d'accord, il y a des problèmes vraiment intrinsèques à la violence dans la réaction du corps des femmes qui va être, elles vont avoir du mal à respirer, parce que, par exemple, si vous vous faites agresser, la première chose que vous allez faire, vous allez vous contracter et vous allez bloquer votre respiration. C'est un réflexe naturel. Donc quand ça se produit, que ce soit un viol ou que ce soit une agression physique, vous n'avez pas conscience que c'est une réaction naturelle. Le mieux, c'est la fuite. Mais souvent, la sidération fait que on bouge pas. On bouge pas, voilà. Quand on apprend cela, que c'est diagnostiqué, la question que je me suis posée, c'est comment je peux adapter cette pratique de manière transverse, parce que ça, on ne fait pas que du karaté, pour que la femme ait conscience qu'elle respire beaucoup moins, qu'elle est en contraction, et même qu'elle a des douleurs corporelles qui sont liées aux violences qu'elle a vécues. Et aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur la méthodologie que j'ai mis en place, avec des psychologues, avec des spécialistes de l'activité physique et sportive adaptée. On est vraiment au cœur des besoins des survivantes. Et c'est ça qui est passionnant, et ça fonctionne. Ça fonctionne et ça se répand un peu. C'est-à-dire que je pense que ce type d'approche de réparation, de reconstruction un peu holistique, je sais que aujourd'hui il y a aussi des réparations par le sport, par l'épée, par l'escrime ou par d'autres sports qui font comprendre qui permettent aux femmes victimes de reprendre possession de leur corps. Oui, effectivement, alors quand j'ai commencé en 2014, je suis partie de ce constat. Ce que je vous ai dit, je le dis, j'étais marraine de la campagne Sexisme pas notre genre, portée par Laurence Rossignol. Je lui explique ce que je faisais au Congo depuis 2014, et elle me dit, pourquoi vous le faites pas en France ? Mais pour moi, la France, je pensais que ça existait, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, effectivement, et très peu de choses étaient faites au service des survivantes, et en France, et c'est là vous avez raison, c'était Violaine Guérin qui était précurseur par l'accompagnement par l'escrime des femmes. Et donc aujourd'hui, c'est Active ton potentiel escrime, puisque vous citez l'escrime, qui fait un magnifique travail, mais encore invisibilisé. Mais moi-même, je ne savais pas encore que c'était mis en place en 2016, me semble-t-il. Et je me suis dit, mais donc le constat se confirmait du non-accompagnement de manière adaptée et accessible pour ce public-là par le corps. Donc, de manière universelle, en fait. Absolument. C'est ça. Absolument. C'est-à-dire que les méthodes que vous avez mises au point, c'est quelque chose qui n'existait pas, effectivement. Absolument. Et petit à petit, les choses bougent. Et le timing était bon en France aussi, parce que à la création de Fight for Dignity, dans le membre exécutif de Fight, c'est, je la cite, Léa Sigal, qui a été merveilleuse et qui nous a dit, mais
Rada à thème, Oui. a lancé la maison des femmes. Le médecin gynécologue aussi. Le médecin gynécologue, Voilà. effectivement. Elle a lancé la maison des femmes à Saint-Denis en 2016. Je la rencontre en 2017 avec Léa et je lui explique ce que je fais avec le docteur Denis Mukwege et elle me dit bingo, on fait l'atelier en France. Je lance l'atelier et aujourd'hui, fort de cette expérience, pareil, dans l'ouverture d'esprit, Léa nous dit, on lance tout de suite une recherche-action, parce qu'effectivement, on avait besoin de mesurer ce que nous faisions à l'échelle de l'activité physique et sportive adaptée au post-trauma, et en même temps, te dire, on avait vraiment la volonté et l'ambition, parce que il fallait absolument rendre cette pratique accessible, de former, former des enseignants, de faire savoir, de faire ce plaidoyer, de dire que ça fonctionne. Il faut absolument qu'il y ait plus de sport pour ce public-là. Un sport donc adapté aux troubles psychocorporels, traumatiques. Et là, l'aventure a commencé. On a créé Fight. Aujourd'hui, on est dans 19 structures. On a signé une convention de partenariat avec la PHP, ce qui est le cœur, l'ADN de Fight. Je pense que c'est comme ça aujourd'hui qu'il faut travailler. On co-construit, on travaille, on met des intelligences et des expertises en commun au service de ces femmes qui se comptent en milliards. Enfin, c'est du savoir-faire et du savoir-être. On a une approche thérapeutique, donc on s'associe au corps médical, à des médecins légistes, à des gynécologues, à des infirmières, à des sages-femmes, et ensemble, comme au Congo, quand je l'ai constaté en 2014, avec la justice, avec un accompagnement socio-professionnel, avec des médecins, des psychologues, des psychiatres, psychothérapeutes, on est beaucoup plus efficace. Oui, en tout cas, je trouve que c'est une vraie avancée, je pense, que vous avez fait avec Fight. Et longue vie à Fight et longue vie à votre énergie de sportive de haut niveau, parce qu'il faut cette énergie-là. C'est vrai. Pour poursuivre et pour développer ce genre de solution. Et si je puis me permettre, c'est un travail d'équipe. Et je salue la petite équipe que nous sommes. Je pense à Sabine Salmon, qui est la directrice de Fight, Lisa, qui fait un travail merveilleux d'accompagnement à la fois des enseignants et de nos relations avec les structures médicalisées. Voilà, on se bat aussi parce qu'on reste une ONG. Les conditions sont difficiles, mais les collectifs d'enseignants, c'est... Je pense qu'il y a un état d'esprit aussi. Il y a un état d'esprit qui fait que c'est forcément positif et nos partenaires aussi. Et nos partenaires. Parce qu'on ne peut pas y arriver sans... Enfin, on le sait tous, quand on travaille dans l'associatif, on a de super partenaires. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez senti, quand vous avez travaillé, ou en RDC, ou en France, ou ailleurs, une différence dans l'approche entre les hommes qui travaillaient avec vous et les femmes qui travaillaient avec vous? Alors, je pourrais dire que le fait d'avoir d'abord rencontré le docteur Denis Mukwege, qui est un homme, fait que, naturellement, c'est un peu biaisé. Mais le fait est aussi... qu'ils sont rares, ces hommes-là. Et oui. Et que même si ce qui est de la formation des gynécologues et de son équipe de gynécologues à Panzi, il y a beaucoup d'hommes, il y a des femmes aussi, et je n'y vois pas de différence, en fait. D'accord. Non, mais ça, c'est très intéressant, effectivement. Voilà, comme quoi, c'est possible. Voilà. Après, je pense que ceux qui sont investis, que ce soit les psychothérapeutes dans le corps médical ou les médecins, pour l'instant, des rencontres que j'ai pu faire, il y a quand même beaucoup de femmes. Et le fait qu'ils soient, ou les hommes qui soient au fait et qui soient experts de ce sujet-là, ce sont des êtres humains investis il n'y a pas de différence. Après, naturellement, ce qui est assez extraordinaire, c'est que du moment qu'on sensibilise et qu'on rend de manière très pédagogique peut-être aussi, mais en tout cas, ce que nous faisons, qu'on l'explique, beaucoup d'hommes sont surpris et puis s'engagent. C'est ça qui est extraordinaire. Mais ça nécessite une sensibilisation et puis leur enlever une certaine peur, je dirais. Oui. Mais ça fonctionne. Mais majoritairement, dans mon écosystème, en France en tout cas, ce sont beaucoup de femmes. Bien sûr. Vous avez parlé de votre père qui était karatéka lui-même et qui vous a emmené. Si j'ai bien compris ce que vous nous disiez, la confiance en vous que vous a donné ce sport et toutes ces médailles quand même, vous êtes quand même assez impressionnante là. Ça vous a permis aussi de vous ouvrir totalement aux autres et à ce que vous pouviez faire d'utile non seulement pour vous mais pour les autres
avec ce capital qui était votre sport et votre capacité d'endurance et de dépassement de soi. Oui, effectivement. Je pense qu'il y avait des qualités intrinsèques que j'avais et qui ont pu être reconnues par cette pratique même intensive et une prise de conscience aussi chez moi de mon potentiel et finalement de cette force que j'avais et le besoin de partager ce que cette énergie en tout cas vraiment ce sont des rencontres et peut-être quand on a commencé la recherche action à la Maison des Femmes de Saint-Denis, la première, donc la publication sera prochainement faite dans une revue psychologique internationale, la psychologue Samantha et Iris m'ont dit mais pourquoi tu fais ça? J'ai pas vécu de violence. Je me dis pourquoi je m'engage? Et je pensais à un super podcast qui s'appelle ou peut-être une nuit. Ou peut-être une nuit, c'est la chanson de Barbara. Oui, bien sûr. Et je me rappelle sur l'Aigle Noir. Exactement, l'Aigle Noir. C'était son père. Exactement. Et je pensais, ma mère aimait cette chanson. Et en fait, en travaillant, ma mère est décédée à 62 ans, et je me suis rendu compte que ma mère avait beaucoup de symptômes que j'ai identifiés aujourd'hui, sur lesquels on travaille chez Fight pour les patientes en France. Et je sais que ma mère m'avait dit qu'elle avait été agressée à 12 ans quand elle était au Cameroun, son père était militaire. Et je me suis dit, elle est peut-être pas allée au bout de verbaliser ce qu'elle a vécu. Oui. Je sais pas, il devait y avoir quelque chose dans ce qu'avait vécu ma mère qui a fait que vous deviez aller jusqu'au bout de ce qu'elle n'a pas pu faire, peut-être. Oui. Voilà, elle n'était pas engagée à l'échelle associative, mais elle était en lutte permanente contre les inégalités. Donc ça ne me vient pas de nulle part. Oui, et en même temps, sûr. je pense qu'il y avait certainement un vécu qu'elle a par pudeur ou par manque de aussi aujourd'hui, comme beaucoup de femmes, d'information, de capacité de se faire accompagner. C'est merveilleux aujourd'hui qu'il y ait toutes ces structures médicalisées, notamment pour accompagner, et toutes les associations déjà existantes. Bien sûr, bien sûr, tout le tissu associatif. C'est ça. Mais sur l'approche institutionnelle, psychologique, médicale, avec cette approche holistique, peut-être que ma mère aurait peut-être vécu plus longtemps. Peut-être que vous auriez pu effectivement aller jusqu'au bout de quelque chose qui s'est arrêté trop tôt. Voilà. J'y pense. J'y pense. Voilà. Merci pour ce témoignage. C'est de l'intime quand même, et je trouve que c'est très important. C'est ça aussi l'engagement, c'est que on est engagé tout entière, quoi. Vraiment, on peut pas l'être à moitié. Absolument. C'est pas un travail de bureau, quoi. Non. On va terminer par le petit questionnaire. Faites questions-réponses courtes, si ça vous va. Oui. Le principal trait de votre caractère. Je sais pas, entre le courage et la volonté et Entre le courage et la volonté, peut-être les deux. Oui. Voilà. Comme il n'y en a qu'un. Voilà. Non, c'est pas très grave. Le courage et la volonté, c'est bien, on prend. Parce qu'effectivement, je pense que ça vous caractérise. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme, chez les autres? La bienveillance. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Leur authenticité. Votre principal défaut? Et votre principale qualité? Cette espèce de pression que vous vous mettez à vous-même et que je mets aux autres. Mais ça, j'étais comme ça en combat. J'ai tout fait mes partenaires. Ah, d'accord. Je mets une pression pas possible. Je sais pas. Voilà. D'accord. Et votre principale qualité? Je suis optimiste. Bon, ça c'est bien, oui. Qu'est-ce que vous rêveriez de faire si vous aviez une baguette magique? Oh là là, j'aimerais tant que les êtres humains soient des êtres humains sans se comparer, mais simplement en étant eux-mêmes. Cette notion-là de domination, de pouvoir, disparaissent. Enfin voilà, qu'on soit pas dans cette concurrence. Ouais. Est-ce que vous avez dans la nature une plante, une fleur préférée? Malheureusement, j'ai pas une grande connaissance, même si j'aime beaucoup la nature. Je me sens. Enfin, c'est la Pachamama, vous savez, on est terre. Enfin, on est inclus dans cette. Absolument. Donc ça, on est des êtres telluriques. Exactement. Et j'adore les fleurs, mais pas coupées.
Oui, bien sûr. Celles qui sentent bon. Et vous savez, je vais vous dire, en fait, pour moi, ce qui rassemble toutes les fleurs en particulier sont les abeilles. Je suis une fanatique des abeilles. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, vous aimez toutes les fleurs. Voilà. Et les arbres aussi. Enfin, mais tous les. Ok. J'aime beaucoup le chêne roseau de la Fontaine. Voilà. Est-ce que vous avez des auteurs, autrices, artistes préférés? Je suis musicophile, j'aime vraiment beaucoup. J'écoute de tout. C'est très important pour moi, la musique, le rythme, la danse. D'accord, oui. Ça fait partie de votre hygiène de vie. Exactement. En quelque sorte. Oui. Alors, je cherchais un livre là en ce moment. Vous reviendrez. Ça s'appelle Résonance. Et c'est un auteur, je lis en ce moment, qui est merveilleux. Voilà, je retiens pas le nom de l'auteur. Et c'est autour de notre rapport au monde, justement. En ce moment. Vos héros et héroïnes dans la vie réelle, vous nous en avez parlé un peu. Donc, et puis je pense que ce sont aussi, j'imagine, ces femmes aussi. Extrêmement inspirantes, naturellement les femmes qui font que je me suis engagée. Et je suis admirative de toute façon de vous, de chacun dans ce qu'il est, dans ce que... Voilà, je sais que je ne sais rien, c'est une réalité. Et on a tous quelque chose hors du commun, quelque chose à de donner, singulier. Changeons de sujet. Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous avez un plat? Vous adorez cuisiner? J'adore cuisiner. C'est quoi votre plat favori? C'est un peu comme la musique. Ça dépend de mon état. J'aime bien épicer. J'aime beaucoup la cuisine française. J'adore le couscous. D'accord. C'est pas vraiment français. Non, aussi, mais je pose la cuisine française et le couscous. C'est le plat préféré des Français, paraît-il. Ah, mais j'ai été nourrie au couscous. D'accord. Donc, vous voyez, c'est une championne nourrie au couscous. D'accord. En étant marseillaise, grandi à Marseille, mais en même temps, je suis née à Toulouse, donc naturellement, Toulouse, on mange aussi extrêmement bien. Je fais attention dans le respect aussi aujourd'hui, plus. Mais quand j'étais athlète déjà, je mange très peu de viande, mais j'en mange en m'assurant au minimum du parcours de l'animal et qu'il est voilà. Mais ça m'arrive donc je savoure. D'accord. Voilà. Mais je suis très très ouverte à toute l'Asie aussi. Enfin, j'aime tellement manger. Après cuisiner, c'est voilà, c'est un métier, c'est un art aussi. Oui, absolument. Donc, des choses simples, saines pour les enfants. Vous me faites saliver, là. Voilà. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants de 13 et 14 ans. Ah oui. Ils sont merveilleux. Voilà, je suis une femme épanouie, heureuse. Ah bah épanouie, ça se voit. Ça émane de vous. Oh, merci. Est-ce qu'il y a une réforme politique qui a réellement amélioré la société, selon vous? C'est intéressant. Effectivement, s'il n'y a pas de réforme politique ou s'il n'y a pas de loi, si c'est pas institutionnellement mis en place, la société n'évolue pas. Et naturellement, la chose la plus merveilleuse qui s'est passée, c'est l'IVG, voilà, qui est rentrée aujourd'hui. Voilà, on peut pas, ça pourra pas se défaire aussi facilement maintenant que c'est rentré dans la Constitution. Exactement, voilà. C'est une grande avancée. Est-ce que vous avez une devise ou un mantra qui vous sert de guide dans la vie? Alors, vous avez évoqué mon passage à la formation en théâtre. Oui. Et la devise de la comédie française, c'est Simulis Singulis. C'est être seul ensemble, d'une certaine manière. Alors, je traduis pas forcément bien, mais j'aime ce principe de penser que on est singulier, on est soi-même, mais en même temps, on n'est rien sans les autres. Vous voyez, c'est une réalité que j'ai vécue quand j'étais athlète. On peut développer une expertise, mais on le fait jamais seul. On a besoin des autres. C'est dans notre nature humaine, je dirais. Donc voilà, c'est ce qui me porte beaucoup, comme les abeilles. Ça me plaît bien. Et la ruche. Je crois que je vais copier sur vous. J'ai envie de vous poser la question de quelle est votre couleur préférée et pourquoi? Parce qu'en tant que karatéka, il me semble que voilà, vous devez avoir une couleur qui vous aide. Ah là là, j'aime la nuance, déjà. Donc, je trouve que quand la couleur est associée à une autre, ça peut être merveilleux. J'aime beaucoup l'art, d'ailleurs, pour ça. Le choix dans la créativité d'un artiste, le choix de ses couleurs et de la manière dont il les agence, il les met en place, ça veut dire beaucoup. Et en karaté, pour se distinguer en compétition, en combat, on est rouge ou bleu. C'est une ceinture rouge ou bleue. Oui. Et je vous avouerai que j'ai une préférence pour le rouge.
D'accord. Et je me disais, je suis ceinture rouge, peut-être que ça va me porter chance, vous voyez, parce que j'ai des croyances comme ça. Mais donc j'aime beaucoup le rouge. D'accord. Mais il n'y a pas de couleur que je n'aime pas. D'accord, très bien. Et enfin, dernière question. Quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Je me laisse souvent porter, donc du coup, j'ai pas... Comme je suis très bavarde, vous pourriez vous poser beaucoup de questions. Ah oui, j'en ai au moins encore 15 ou 20 à vous poser. Voilà. Je ne pourrais pas, là. Merci infiniment, chère Laurence Fischer, pour cet entretien et ce témoignage à la fois enthousiaste et sincère. Enfin, il est tout comme vous, quoi. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Camille Goasduf, Hermine de Moissac, Okulani Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.